sentiment d'urgence, je ne veux pas dire que tu es all over the place, puis tu n'es pas réfléchi, puis tu es une girouette. Mais à la fin de la journée, il faut aussi faire attention, puis tu ne peux pas tout faire tout le temps. Et mon rôle, c'est souvent de dire, OK, parfait, mais aujourd'hui, on a 8 opportunités, on va prendre ces 3-là pour commencer. Le reste, on y arrivera quand on peut. Donc, viens avec le sentiment d'urgence, beaucoup de communication. Anne-Marie Trudeau, tu es la présidente et directrice générale de l'entreprise Trudeau, une entreprise familiale fondée en 1889 qui a su traverser les époques en se réinventant constamment. Dans les dernières années, Trudeau a connu une très, très belle croissance soutenue par plusieurs acquisitions qui ont renforcé votre positionnement. L'entreprise aujourd'hui compte 17 000 points de vente répartis à travers le monde et réalise un chiffre d'affaires dépassant les 50 millions annuellement. Vous avez des bureaux au Québec, à Chicago, également en Chine. On va essayer de décortiquer le tout ensemble aujourd'hui. Anne-Marie, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et Anne-Marie, peut-être on peut commencer. Et là, ça se peut que ça soit long parce que l'entreprise est en affaires depuis très longtemps. Mais au meilleur de tes connaissances, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Trudeau, nous expliquer qu'est-ce que l'organisation et peut-être également comment elle a pu évoluer à travers les années? Tout à fait. Et on va faire ça d'une façon très efficace et efficiente, donc pour bien comprendre. Mon arrière-grand-père a fondé l'entreprise en 1889, comme tu as dit. C'était vraiment un vendeur d'accessoires de fumeurs et aussi des pièces religieuses et religieux, comme des chapelets, plein de trucs qu'on utilisait. En fait, il vendait des trucs qui étaient tendance. On a toujours été une entreprise qui est restée dans les tendances et le goût du jour et ce qui était très populaire à ce moment-là. Donc, mon arrière-grand-père fonde l'entreprise avec quelqu'un qui venait de la France en 1889. Ensuite de ça, mon grand-père aurait pris la relève, mais juste pour quelques années et est décédé très jeune. Et donc, après, mon père s'est fait solliciter par une membre de la famille pour venir voir un peu qu'est-ce qui se passait chez Trudeau. Ça, c'est en 1967 et il n'est jamais parti depuis ce temps-là. Alors, sous mon père de 67 à 2021, grosso modo, ça a été le règne de mon père, qui était la 3e génération. Et toujours pendant les années, en fait, l'entreprise est devenue, à un moment donné, on importait des bijoux. Après ça, ça a été des accessoires pour décorer les salons. Alors, on était beaucoup dans le salon, des cendriers, des figurines. Et c'était vraiment une grossiste, en fait, une entreprise en distribution. On était sur la rue Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal, jusqu'en 1976, et on vendait à des boutiques. Et aussi, dans ce temps-là, évidemment, il y avait énormément de boutiques. Et ça, on voit l'évolution. Hein? Il n'y avait pas les grandes surfaces, il n'y avait pas les ventes en ligne. Donc, on vendait à des boutiques et on était plutôt dans le salon et dans le cadeau, des produits aussi haut de gamme. On a aussi distribué des marques comme de marques de luxe, le Baccarat, Lalique, donc des cristal français. Et ça a permis, en fait, surtout à mon père et son équipe à ce moment-là, de voyager et sillonner le monde. Donc, aller aussi au Japon, aller en France, aller en République tchèque, aller en Italie, donc en Espagne, et vraiment pour aller chercher des produits et les importer au Canada et les vendre aux détaillants. Et en 94 plutôt, il y a eu, même un peu dans les années 80, il y a eu évidemment une grosse récession, 82, 83. Ça a beaucoup bouleversé la business et mon père. Et ça a été vraiment la deuxième fois que lui s'est réinventé et pour dire, OK, on fait quoi maintenant? Les taux d'intérêt étaient, je pense, 23 %. Je veux dire, nous, on pense que c'était l'enfer, là, c'était ridicule. Alors ça a été une très, très grosse crise. Puis je me souviens un peu de ça parce que j'avais, mettons, 11, 12 ans à ce moment-là. Et ça commençait à résonner avec moi et m'intéresser. Donc ça, c'était dans les années 80. Et là, mon père a vraiment fallu qu'il se réinvente, penser à qu'est-ce que je vais faire, quel genre de produits je vais pouvoir distribuer. Et de fil en aiguille, a commencé à développer ses propres produits, mais sous plein de marques et plein de noms différents. Et donc, c'est là où il a commencé à travailler déjà en Taïwan et à fabriquer des produits en plastique. Des petites gammes pour le patio. Alors là, il est sorti du salon et il est allé un peu sur la terrasse. Et là, avec ça, il a commencé à faire des produits
avec des fournisseurs justement à Taïwan. Et en 94, ils ont décidé de partir la marque Trudeau. Parce qu'en fait, ils faisaient plein de noms, plein de marques. Ils appelaient ça la marque Antoine, la marque Florian. Et à ce moment donné, avec chapeauté, avec des gens spécialisés en marketing, on dit, ben là, il est temps que tu lances ton nom, ta marque. Ça, c'était des grandes, grandes décisions, des sueurs. T'avais chaud parce que tu te dis, là, c'est mon nom. Personne, si jamais arrive de quoi, là, c'est vraiment mon nom avec mon adresse quasi. Donc, 95, on lance la gamme Trudeau qui est connue aujourd'hui. Et depuis ce temps-là, ça a été vraiment une panoplie d'évolutions dans différentes catégories, différentes places dans le monde pour fabriquer nos produits. Et en parallèle avec ça, on a eu aussi la belle opportunité, grâce à ma belle-mère, d'avoir la licence de Disney. Alors, on fabriquait des produits hors de la table pour les enfants avec les décors de Disney et on leur évidemment donnait des royautés. Et ça a été, quand moi je suis rentrée dans l'entreprise, c'est là où est-ce que je suis rentrée dans cette division-là. Et cette division-là a beaucoup aidé Trudeau à faire un essor à l'international parce que quand tu as une marque très, très forte en affaires, comme la marque Disney, qui est une des plus grandes marques au monde, bien, ça nous a permis d'établir aussi, peut-être ça nous permettait de vendre plus facilement parce que c'était pas à réinventer. Puis aussi, tu avais tout le marketing derrière, donc tous les films, les animations, les livres, la marchandise, les parcs d'attractions. Alors, Disney a été vraiment un immense tremplin pour l'entreprise et un vecteur de croissance, d'hypercroissance significatif. Et on a été justement, et après, maintenant, j'essaie d'aller en séquence, là, mais ça, c'était dans les années 90-2000. Et quand moi, j'ai pris la relève d'entreprise en 2018 environ, à ce moment-là, il y avait une autre évolution, puis il fallait encore rechanger notre modèle d'affaires. Et on a décidé d'arrêter d'avoir des licences de Disney parce que c'était en fait une industrie qui était devenue vraiment à très, très bas prix. Et il y avait eu beaucoup de consolidation dans le monde de l'entertainment. Donc, toutes ces grandes compagnies, que ce soit Viacom, Warner Brothers, Disney, ils avaient vraiment Disney avait acheté beaucoup, beaucoup de licences. Ils avaient Spider-Man, et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tu fais face à un géant qui en veut beaucoup, beaucoup, qui te demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, et c'était rendu vraiment pas quelque chose qui était intéressant pour nous. Et la valeur de nos produits avait beaucoup baissé. On partait de 5 € à 1 €, et là, commercialement, c'était plus stratégique pour nous. Après 27 ans, on a décidé justement de faire ce changement-là, toujours basé sur des faits à l'appui. Puis ça nous a vraiment aidé à faire un autre essor où est-ce qu'on a changé et a opté pour des catégories de produits, des types de produits qui nous ont donné aussi énormément de croissance là-dedans. Et puis, c'est tout. Grosso modo, aujourd'hui, on garde la marque Trudeau. On fait beaucoup de marques privées aussi pour plusieurs détaillants en Amérique du Nord. Et c'est là où est-ce qu'on est aujourd'hui. Beaucoup plus dans la cuisine parce que nous, notre mission, c'est de nourrir la joie d'être ensemble. Donc, pour nous, c'est pas juste de faire un produit en particulier, c'est qu'est-ce que ça fait quand on cuisine ensemble ou on sert un repas ou on mange un repas ensemble. Donc, on est encore dans la cuisine, très focus sur la marque et puis ça résume un peu l'évolution de l'entreprise. Wow! C'est bien compris, bien expliqué. Fantastique d'avoir toute cette information-là. Puis toi, Anne-Marie, tu es arrivée en 98 dans l'organisation. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Parle-nous un petit peu de ton évolution à travers l'entreprise parce que je trouve toujours ça excessivement fascinant, tout ce qui est repreneuriat, surtout dans un contexte comme le vôtre où est-ce que l'entreprise a eu plusieurs générations qui ont été derrière la gestion de l'organisation. Quand tu rentres dans l'entreprise un petit peu, quels sont tes premiers rôles? Comment tu t'intègres à tout ça? Puis comment tu diagnostiques un peu ce que tu as devant toi? Bien, la première chose, c'est quand tu rentres dans une entreprise familiale, d'emblée, tu rajoutes une couche additionnelle très émotive. Et mon père avait vraiment eu la brillante idée où quelqu'un lui a dit un jour, et il l'a écouté, si ses enfants voulaient se joindre à l'entreprise, ils devaient avoir vraiment 3 conditions très claires. La première, c'était pas avant l'âge de 30 ans. Moi, j'avais 29 ans, je pense, quand je suis rentrée dans l'entreprise. Là, tout le monde va savoir mon âge. Whatever, c'est pas grave. Fait que 30 ans,
Après ça, diplôme universitaire. C'est un peu old school, mais bon. 30 ans de diplôme universitaire et avoir travaillé ailleurs. Et pour ça, c'est probablement la chose la plus importante. Parce que quand tu rentres dans une entreprise, bien souvent, tu es la fille du boss. Pas sûr si tu as beaucoup de compétences. Donc, tu es un peu plus sous la loupe, je te dirais. Et ce qui est très bon, c'est que si tu as travaillé ailleurs, ça te permet, de contribuer quelque chose de concret à l'entreprise, une autre existence, mais surtout aussi, ça te donne un peu de crédibilité au sein des équipes. Après ça, c'est à toi de faire arriver les choses. Donc, c'est ton parcours, puis c'est tes gestes, puis c'est ton succès ou insuccès ou ta façon de réagir ou ton niveau d'expertise de collaboration puis ta contribution qui va vraiment déterminer ton parcours. Donc, je suis rentrée dans la division qu'on était justement, on avait une division spécialisée pour enfants et j'ai eu du mentorat extraordinaire. J'ai pas travaillé beaucoup avec mon père au début, puis c'était très correct parce que j'ai travaillé avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience en développement de produits, aller à l'extérieur du pays, d'aller voir et travailler avec nos fournisseurs. Et j'ai vraiment fait beaucoup de choses qui étaient très administratives au début, puis c'est correct. Moi, je suis une fille de vente. Ça a toujours été mon dada. Tout ce qui est networking, faire de la vente, aller chercher de la business, c'est vraiment ça qui me motive. Et donc, mais j'ai appris tout un côté de développer des produits. Puis je peux pas dire que je suis la fille la plus passionnée de produits. C'est pas ça vraiment le fond des choses, mais ce qui était vraiment important, c'est qu'il fallait que je contribue. Je n'étais pas là pour en profiter, je n'étais pas là. Pour moi, contribuer, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, je suis rentrée, j'ai eu du bon mentorat. Mon plus vieux avait 8 mois, je suis allée en Chine 2 semaines et demie. Ça a été extraordinaire, vraiment, comme apprentissage, parce que j'ai été capable de faire plusieurs rôles que probablement je n'aurais pas fait ailleurs. C'est sûrement que j'aurais suivi un autre truc, mais qui sait? On ne le sait pas. Et au cours du temps, mais j'ai été vraiment chanceuse. À un moment donné, quand j'ai eu mon 3e enfant, à un moment donné, on s'est assis, et ça venait de mon père, ça, qui m'a dit, écoute, je pense que tu en as quand même beaucoup. Et je voyageais beaucoup aussi. J'allais en Europe, j'allais en Asie. Alors, on a décidé d'emblée de prendre un recul et de travailler seulement à temps partiel de la maison. Super avant-gardiste, je suis en télétravail. J'étais vraiment une représentante sur la route. Puis ça, j'ai beaucoup de gratitude pour mon père et l'entreprise et mes collègues à ce moment-là parce que ça a été vraiment le fun. Mais en même temps, j'ai construit une maison. J'ai réalisé que j'étais peut-être un peu hyperactive. Donc, mais c'est vrai que le stress de la contribution, du rendement, gestion d'employés, être disponible, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, les temps ont tellement changé, mais en même temps, il reste des choses qu'on est tous des êtres humains, puis il faut qu'on s'occupe l'un de l'autre, puis il faut être disponible l'un de l'autre pour aider justement, puis collaborer ensemble. Fait que ça a été vraiment cher pour moi parce que j'ai été de 2002 en tout cas, pour environ au moins 5 ans. Et quand je suis revenue travailler à temps plein, je suis revenue vraiment dans la même veine. Mais là, mes enfants étaient plus vieux, puis là, il fallait que les choses arrivent. Et après ça, ça a continué. J'ai évolué. Je suis allée plus au niveau des ventes. Je suis allée travailler au niveau du Canada. Et j'ai ensuite été capable de prendre la relève en 2018. Un processus pas évident, un processus difficile. Difficile parce que c'est très émotif. Et la clé, je pense, du succès pour celui qui donne l'opportunité, le timing, être bien accompagné, se faire confiance, communiquer et se donner un break un peu, mais se faire confiance, c'est super important. Et il faut absolument être accompagné parce que il y a trop de bagages, c'est normal. C'est tes enfants, c'est ton père, c'est des non-dits, etc. Alors, je suis très reconnaissante, évidemment, de comment le tout a terminé, mais je te dirais que c'est quelque chose qui va me marquer à vie et duquel je souhaite de tout cœur prendre, tu sais, d'en avoir appris, pas juste pour moi personnellement, mais aussi pour la famille et surtout, pour moi,
ce qui me fait triper, c'est de créer de l'emploi et de créer de la valeur au Québec et de garder ce pouvoir-là au Québec. Surtout dans un monde où il y a de la consolidation, surtout quand tu le vois, je veux dire, tu as 4-5 gros détaillants dans le monde entier. Il y a beaucoup, beaucoup moins de variété et on peut rendre ça extraordinaire. C'est pas péjoratif ce que je dis. Par contre, il y a une réalité où, à un certain moment donné, en affaires, il faut que tu crois. En affaires, il faut que tu sois profitable. En affaires, il faut... Et donc, il y a des choses qui arrivent ou des décisions d'affaires qui sont prises parce que les gens n'ont pas d'autres, peut-être, options. Et c'est pas parce que les gens ont de gaieté de cœur, hein, puis on le voit souvent dans les entreprises québécoises et canadiennes quand ils font une transaction avec des compagnies externes. C'est pas de gaieté de cœur. Mais le consommateur est très exigeant, avec raison. Une fois que tu pars de là, mon patron, moi, c'est le consommateur. C'est tout. C'est pas mes clients qui sont détaillants, c'est vraiment le consommateur. Le consommateur est très exigeant et tant mieux. Par contre, on a habitué le consommateur à plusieurs choses, comme avoir le produit en dedans de 2 heures, avoir une valeur. Tu as beaucoup d'informations maintenant, aujourd'hui, hein? Je peux prendre mon téléphone, marcher dans un magasin et puis comparer les prix. Fantastique. Fait que je trouve que le consommateur est 100 millions de fois plus éduqué, chanceux, peut vraiment trouver le meilleur prix pour un produit. En revanche, ce que ça fait, ça, pour des marques, des entreprises, des fournisseurs, même les détaillants, c'est que c'est excessivement... c'est un beau défi. C'est un beau, beau, beau défi parce que ça veut dire qu'il faut vraiment que tu ailles cocher toutes les cases puis t'assurer que tu es correct là-dedans. Donc, il faut tout faire pour rester agile. Mais comme on le dit en ce moment beaucoup, là, être maître chez soi puis rester agile, c'est important. Parce que ça, c'est trippant de créer de la valeur puis créer de l'emploi. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut... Et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Tu m'as ouvert une porte que je trouve donc fascinante, celle de la reprise d'organisation que tu as fait en 2018. Être accompagné, bien communiquer, avoir des attentes claires, bref. Décortique un peu le tout pour nous aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont soit des repreneurs ou qui vont reprendre peut-être des entreprises familiales. Et il y a l'air d'avoir une mécanique qui a été fonctionnelle de votre côté, pas facile. Il y en a. C'est rarement facile, un reprenariat. Il y a des hauts, il y a des bas. Et le nombre de repreneurs qui sont venus sur le podcast, ils nous l'ont expliqué. Mais je serais vraiment curieux de t'entendre sur le sujet ici.
par rapport à tout ça, ça m'a l'air assez fascinant. Écoute, la façon que ça se déroule, moi, j'observais beaucoup de choses et comme je dis souvent à mes employés, moi, j'ai approché mon père à un certain moment donné avec des idées qui étaient peut-être bonnes, pas bonnes, mais ce que j'observais dans l'entreprise, mais surtout des idées, des solutions. Ça, c'est tout croche, comment on pourrait faire? Ça, je vois une opportunité. Puis, j'essayais d'être très positive dans mon approche parce que moi, je le vis aujourd'hui. Si tu viens dans mon bureau puis tu me dis, Anne-Marie, il y a un enjeu avec telle situation. OK. C'est quoi ton idée, Antoine? Comment on va la régler, ça? Exact. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est. Fait que je savais bien, je ne sais pas pourquoi, j'ai compris. Il y avait des affaires que pour moi étaient évidentes. Évident qu'une entreprise serait fragile. Évident qu'il faut que tu amènes des solutions. Et évident qu'il fallait absolument tout faire pour amener l'entreprise soit dans une 4e génération ou se trouver un partenaire pour grandir plus ou peu importe. Il fallait shake it up parce que en fait, l'analogie est la suivante. Quand tu es sur l'autoroute, puis tu mets ta voiture avec comment tu dis ça en anglais, en français, c'est le cruise control. Tu sais, quand tu es sur l'autoroute, là, c'est quoi Cruise control, tout le monde comprend. Cruise control. Ouais. Fait que tu es sur cruise control, puis tu vas à 100. OK? Ça va bien. Tu prends pas beaucoup d'essence, c'est pas stressant, c'est smooth. Mais en affaires, il n'y a rien de smooth. OK? Puis on le vit surtout depuis plusieurs années, je trouve. Alors, c'est la même analogie. C'est comme on était sur cruise. Fait qu'on avait fait beaucoup de croissance. Puis, il y avait aussi une opportunité d'amener plus de nouvelles personnes dans l'entreprise parce que ce que tu sais très bien, c'est en entreprise, il faut peut-être du sang neuf, puis du sang qui est là. Les gens connaissent bien les processus du sang neuf parce qu'ils sont des disruptors. Puis c'est super important. Alors, nous, on était cruise control. Il n'y avait pas beaucoup de sang neuf aux directions. Fait que c'était comme un peu... Mais ça allait bien. Fait que c'est comme, OK, t'en sautes pas la tête. C'est comme... À un moment donné, ça allait un peu moins bien, mais on avait eu beaucoup de croissance. Fait qu'il n'y a pas de stress. Puis ce que je réalise, Antoine, c'est que, puis dans toutes les entreprises ou les présidents de compagnie ou des gestionnaires de compagnie que je côtoie, la plupart des entreprises, ils ont des dettes, ils ont des prêts, puis ils sont tight. Puis je te parle des PME, ou à moins qu'il y a un fonds immense qui les subventionne. Quand tu es insécure un peu parce que tu as des rendements à donner, ça te force, d'une certaine façon, si tu as du bon leadership et tu vois la vision que tu es bien entouré, tu vas bien gérer ta business parce que tu n'as pas le choix. Quand les choses vont bien, puis quand tu as des bons résultats, tu as moins de motivation pour faire des changements. Tu deviens confortable. Alors, je te dirais que moi, je ne sais pas pourquoi il y avait du confort, mais je n'étais pas bien dans le confort. OK? Puis après ça, il commençait à avoir un peu d'inconfort, puis je me disais, ben, Manny, ça va pas. L'autre chose, c'est que je suis une fille de chiffres. J'adore les états financiers. Attends, je suis pas comptable, j'ai pas fait ma comptabilité. Puis mon chum pourrait dire que je dépense, fait que, tu sais, mais à la base, je tripe sur les chiffres. Je tripe sur les chiffres puis les faits. J'ai toujours aimé ça. Moi, je me souviens, je m'assoyais avec notre CFO du temps, puis je posais des questions, puis j'étais même pas vice-présidente. Tu sais, en moi puis toi, mais vu que j'étais la famille, j'avais accès, je pouvais poser des questions, puis je disais, mais qu'est-ce que tu fais avec ton affaire? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ton affaire? Puis, fait que, curiosité, j'étais curieuse. Puis, à un certain moment donné, je suis juste arrivée, puis j'ai amené un plan. J'ai amené un plan à mon père, puis j'ai fait, moi, je pense qu'il faut faire ça. On a eu aussi un CEO externe qui est venu pour quelques années. Puis c'est là aussi où moi, j'ai réalisé qu'il apportait plein de choses intéressantes. Mais c'était aussi pour dire, OK, wow, parce qu'il y avait une opportunité de juste d'arrêter et de dire, là, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. On a une inquiétude qu'on va avoir un plateau. On fait quoi? Et puis, dans l'entreprise familiale, souvent, ben il y a beaucoup de... Puis quand t'as pas de presse, puis t'as pas de prêt, puis t'as pas de dette, ben, on va parler longtemps. Fait que moi, j'ai appris vraiment le sentiment d'urgence pour regarder les notes des questions que tu me voulais poser. Puis ça, c'est probablement quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Fait que tu présentes un plan au père ou à la mère, qu'il y a des gens qui veulent ou au frère, ou peu importe les gens qui ont l'entreprise.
tu dois absolument présenter un plan. Tu dois avoir une crédibilité. C'est pas parce que tu es un membre de la famille que tu devrais avoir l'entreprise. Fait que j'avais un plan, j'étais bien entourée. Puis j'avais des gens qui étaient capables des fois de dire des choses à mon père que moi, je n'étais pas capable. Puis c'est pas aussi à propos de tasse-toi, je prends les règnes. Parce que moi, il fallait que j'aie la légitimité, là. Puis c'est risqué. Je veux dire, tu sais jamais des choses, qu'est-ce qui peuvent arriver. Fait que plan, avoir quelqu'un qui aide, avoir quelqu'un qui est là dans les conversations. Et puis, tu sais, il y a eu des erreurs de fait, là, il n'y a rien de parfait. Fait que le recul, tu vas toujours dire, ben, on aurait donc dû faire telle chose. C'est sûr que communiquer clairement, puis c'est aussi de mettre toutes les cartes sur la table avec même conjoint, conjointe, partager des informations. Ça, je pense que c'est quelque chose que il y a beaucoup de groupes, d'entreprises familiales qui suggèrent ça, d'être le plus transparent possible, mais il faut que tu sois à l'aise avec ça. Puis pas tout le monde l'est. Fait que ça, c'est un choix personnel. Je crois qu'il y a une façon de le faire, mais à la base, tu as besoin de gens qui n'ont pas d'émotion, puis tu as besoin d'avoir une approche factuelle. Et moi, j'ai été super chanceuse parce que mon père est hyper, énormément de support. Mais ça a pris du temps, puis il y a eu plein de discussions houleuses, puis il y a eu plein de désaccords, mais c'était correct aussi. Je veux dire, ça fait partie des choses. C'est comme, faut partager l'un et l'autre nos idées puis nos inquiétudes. Voilà. Sentiment d'urgence. J'aime beaucoup le terme que tu as utilisé ici. Est-ce qu'une entreprise est dans un danger constant si elle est continuellement dans le confort? 100%. Aucune hésitation. Ben oui, je te l'ai dit, c'est 100 000%. Je peux même pas te répondre plus. Fait que c'est pour ça que c'est difficile des fois c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas bien dans des PME, puis il y a des gens qui sont bien. Faut vraiment que tu acceptes ça. Maintenant, c'est bon dans l'entreprise qu'il y a peut-être, tu sais, qu'il y ait des gens. Parce que je te parle des gens, Antoine, parce que pour moi, une entreprise, c'est ça, c'est des gens. C'est pas le produit, c'est pas pantoute la base, c'est vraiment la marque, c'est les gens. Et c'est quand même sain d'avoir dans l'entreprise des gens qui sont un peu plus réfléchis. Sentiment d'urgence, je ne veux pas dire que tu es all over the place, puis tu n'es pas réfléchi, puis tu es une girouette. Mais à la fin de la journée, je pense que combine avec sentiment d'urgence et priorité. Il faut aussi faire attention, puis tu ne peux pas tout faire tout le temps. Et mon rôle, c'est souvent de dire, OK, parfait, mais aujourd'hui, on a 8 opportunités, on va prendre ces 3-là pour commencer. Le reste, on y arrivera quand on peut. Donc, viens avec le sentiment d'urgence, beaucoup de communication. Là. Absolument. Parce que au final, si on analyse un peu les résultats qu'une organisation va avoir aujourd'hui, assumant qu'ils sont bons et que les gens sont dans le confort, plus souvent qu'autrement, ça provient d'actions qu'on a mis en place dans le passé qui proviennent certainement d'un moment où est-ce qu'on était dans l'inconfort. Donc, c'est un point souvent qu'on doit se rappeler. C'est quoi est-ce qu'on est aujourd'hui provient beaucoup des actions dans le passé. Et si on est trop confortable aujourd'hui, malheureusement, on risque peut-être d'être un petit peu inconfortable et inconfortable dans un contexte plus négatif. Il peut y avoir un inconfort quand on fait de la croissance, mais il peut également avoir un inconfort si on fait de la décroissance. Et ça, c'est un inconfort qui est peut-être un petit peu moins intéressant. Oui, bien, c'est sûr. Tu es en affaire pour faire de la croissance, mais ça va arriver. Tu vas avoir tu sais, surtout les entreprises, ils ont des cycles, ils ont des moments où est-ce que ça va bien, des moments où ça va moins bien. Tu as de la croissance, de la décroissance, tu perds un gros client, tu fais quoi? Alors, tu as ça. C'est quoi le nerf de la guerre, Antoine, je pense, c'est vraiment de porter beaucoup d'importance à la communication et donner des outils aux gens dans l'entreprise, donner de la place aux gens dans l'entreprise. Ils ont plein d'idées, leur faire confiance et c'est pas toujours facile, ça, en passant, parce que quand tu es insécure, comme moi, je suis insécure, ben des fois, ça arrive souvent là, que tu réfléchis à quelque chose, tu dis, OK, on va faire quoi dans ce cas-là? Ben moi, mon insécurité me rassure, mais des fois, ça peut être intense. Ça peut être. Comment tu fais pour bien naviguer à travers tout ce monde des affaires-là, dans cette insécurité-là? C'est une bonne question. Je relativise.
Ça, je suis bien bonne là-dedans. Je suis très, très bonne là-dedans. Parce que tu Je m'as pas l'air d'une relativise. personne insécure. Euh, Ben, OK, mais je le sais. Je suis insécure, pas, gênée, je serais pas, j'ai pas de problème à rencontrer des gens, à faire des liens. Je suis insécure du niveau des fois tu te dis, tu sais jamais en fait, je suis juste très consciente de la fragilité de tout. La seule chose qui m'inquiète vraiment, moi, dans la vie, c'est la maladie. C'est la seule chose qui m'inquiète. Parce qu'il y a toujours il y a vraiment, là, fondamentalement, il y a toujours une solution. Ça ne veut pas dire qu'elle va être facile, la solution. Ça ne veut pas dire que ça va être mettons que je te parle de décroissance. Mettons que je te parle de dire: «OK, il faut que tu fermes une division, il faut que tu fasses des mises à pied et tout». Ce que tu dois faire, c'est comme une ballerine qui tourne, il faut que tu focuses sur la raison pour laquelle tu le fais et ça ne rend pas ça plus facile, mais tu te donnes des trucs, des éléments. Quand tu passes à travers des choses très difficiles, Antoine, c'est la chose la plus extraordinaire pour, sauf la maladie, OK? Je peux te dire de même là, que elle va être soit guérie, mais pourquoi? Parce que quand tu as des moments difficiles ou des défis et tu arrives à surmonter le défi, tu apprends tellement plus de ça parce que ça te sort de ta zone de confort, tu as pas de réponse, tu sais pas. Alors et ça te montre justement tu vas apprendre de ça. Tu apprends aussi de certains succès, c'est sûr, mais je pense que ça forge plus la personne quand c'est, des choses plus difficiles. Mmh. Voilà. Et bon, vous êtes une entreprise qui est assez intéressante de l'externe pour les organisations qui veulent s'étendre à l'international. Vous faites beaucoup d'importations de certains pays. Vous avez également des bureaux qui sont intégrés dans des endroits différents que le Canada. Comment, avec du recul aujourd'hui, et vous êtes capable d'en prendre du recul, ça fait longtemps que vous êtes en affaires, un entrepreneur québécois qui nous écoute peut aborder son expansion internationale? Quel est un peu le guide étape par étape, si bien entendu, guide il y a? Mais je serais curieux de t'entendre ici parce que puis tu vois, on avait Marc Dutier récemment sur le podcast et il me parlait d'un point donc intéressant. Il me dit: «Antoine, les entrepreneurs en Beauce ont autant de succès parce que s'ils restaient en Beauce, ils ne créeraient pas une grosse entreprise. Ils n'ont pas le choix de s'exporter parce que le marché est trop petit». Et on peut pousser la réflexion plus loin en disant, fondamentalement, ça s'applique pour le Québec en soi aussi. Si on veut bâtir des grosses entreprises, à un moment donné, un marché de 6-7 millions de personnes, si tu n'as pas un produit qui s'adresse à tous les consommateurs, tu vas faire le tour vite, là. Exactement. Et c'est drôle parce que moi, j'aime, souvent, je le dis aux gens, tu sais, le Canada, c'est la grandeur c'est 41 millions de personnes. Les États-Unis, c'est 350 millions. Puis là, avant, je disais, tu sais, le Canada, c'est comme l'État de la Californie, mais là, je me garde une petite gêne. Parce que on se parle d'être 51e État. Alors, pour moi, c'est, Marc a 100% raison. Tu sais, à la fin de la journée, si tu veux croître, il y a 2 façons de le faire. Tu fais des acquisitions, ou tu crois dans d'autres marchés. OK? Si, mettons, tu dis, on est très bien distribué. Moi, je te dis qu'il y a encore plein d'opportunités au Canada pour la compagnie Trudeau, même avec nos produits existants et les clients. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux clients qui ouvrent, il y a des clients qui ferment, il y a plein de choses qui arrivent. Mais c'est pas excitant et sexy. Comprends-tu? Parce que la croissance ne va pas venir rapidement, puis nous, on veut de l'hyper-croissance. Donc, les États-Unis, c'est juste une question de chiffres. Mon père a eu, je pense, les stratégies étaient bonnes, les acquisitions qu'il en a faites 2 aux États-Unis, ben c'est comme ça qu'on est rentré aux États-Unis. Puis moi, ma recommandation, je ferai souvent à beaucoup de gens, je pense que d'avoir une entité américaine avec des Américains qui sont là, des Américains qui vendent à des Américains, c'est sain, c'est bien. Tu sais, faut reconnaître des changements de culture, la façon que les gens parlent. Vendre au Québec, c'est pas vendre en Ontario, puis c'est pas vendre euh, dans l'Arkansas ou à New York. C'est correct. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est je veux qu'on soit un monde, une globalisation. C'est comme quand je travaille avec nos partenaires extraordinaires en Chine. J'ai tellement une grande fierté de ça. C'est des gens qui sont tellement travaillants, tellement dévoués. On travaille avec les mêmes fournisseurs depuis 40 ans maintenant. Moi, je travaille avec le fils, le père travaille, des fois les grands-pères est encore là. Beaucoup de Taïwanais qui ont acheté des terres et des usines en Chine. On les a vus évoluer, on les a
aider à travers nos clients, donc à travers les grands détaillants de ce monde. Fait qu'il y a comme, si tu veux avoir une extension à l'international ou aux États-Unis, une des choses qui pourrait être bonne, justement, c'est de travailler avec des gens qui sont là localement pour s'assurer de bien comprendre et bien l'instaurer. Parce que la culture est beaucoup plus importante que la stratégie. 100% plus important. Donc, la culture de l'entreprise et la culture des gens qui sont là vont faire en sorte que, maintenant, ça fait juste partie de l'expérience que je peux te dire là-dedans et je pense que c'est une des façons d'y arriver. Un autre exemple là-dedans, c'est que tu te souviens quand Target, la chaîne de magasins Target est venue au Canada et ils ont fait faillite. Plusieurs experts, pas moi, mais plusieurs experts vont dire la raison pour laquelle ils n'ont pas eu de succès, c'est qu'ils n'ont pas adapté leur approche au marché canadien. Ils ont pris la formule de Target aux États-Unis, puis ils ont amené ça. D'ailleurs, tu vas me dire, ben McDo, ils font la même chose partout, pas tant. Puis il y a des choses au McDo aux États-Unis que tu ne peux pas manger au Québec, puis il y a des choses au McDo en France qui ne sont pas la même chose que ça. Brillant. Fait que ton patron, c'est le consommateur. Alors, comment tu adaptes ça? Fait que pour moi, je crois que ça, c'est une belle opportunité. En Chine, c'est pour simplement nous aider à être très près de nos fournisseurs et c'est par l'entremise des gens qui s'assurent beaucoup sur la qualité et notre relation donc avec nos partenaires là-bas. Donc, pour moi, ça, je pense que si quelqu'un a l'ambition d'aller aux États-Unis, puis on est chanceux, là, il y a quand même plusieurs initiatives parce que moi, je me fais souvent solliciter par, il y a des EDC, il y a BDC, il y a aussi des programmes gouvernementaux. Est-ce que Investissement Québec, où ils nous appellent, ben, comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous aide pour avoir des filons chez des clients et tout. Fait que souvent, ben, je dis merci, on n'en a pas besoin, mais par contre, je trouve que c'est bien qu'il y a des initiatives comme ça. Le Québec est très entrepreneurial, puis je trouve qu'il y a des super bonnes initiatives. Fait que la question, c'est plus comment je fais pour me renseigner. Fait que c'est en écoutant des podcasts comme le tien, mais c'est surtout de rester bien, bien connecté, faire des foires commerciales. C'est encore bon, des foires commerciales, en tout cas dans notre domaine. Et aussi, ne pas hésiter d'avoir, de faire du mentorat de notre côté, mais que ces entrepreneurs-là aussi discutent et approchent différentes compagnies qui ont eu pour voir, hey, tu peux-tu donner un coup de main? Il faut s'entraider. C'est comme, on dirait que c'est nouveau là, depuis qu'il y a eu l'affaire des tarifs, mais ça ne devrait pas l'être. C'est comme, ouais. Parlons-en. Comment qu'on peut être résilient par rapport à ça? Ou plutôt, comment qu'on bâtit une stratégie? Parce que, écoute, corrige-moi si je me trompe ici, mais des actions court terme de je vais couper mon abonnement X, je vais arrêter d'acheter Y. C'est drôle pendant 3 semaines, mais après, on va revenir, puis on a besoin de. Je veux dire, chaque pays a besoin de produits qui proviennent de d'autres pays à un certain point. Bon, les États-Unis en ont créé des très, très bons, donc c'est peut-être une des raisons pourquoi on en importe autant. Mais à un moment donné, il faut regarder le tout de manière peut-être un petit peu plus froide et comprendre que un ajustement à court terme ne sera pas nécessairement la stratégie sur le long terme. Comment vous l'approchez, vous, de votre côté? Bon, bien entendu, vous avez des filiales américaines, donc j'imagine que ça peut faciliter certains aspects, mais tout de même, il peut y avoir des enjeux qui se mettent en place dans votre catégorie. Comment on se prépare? Fait comment on se prépare, c'est justement, c'est d'être informé. Fait qu'il faut que tu comprennes c'est quoi les enjeux, c'est quoi les tarifs, comment ça va fonctionner. Faut que tu parles à tes clients, mais faut que tu parles à tes compétiteurs. Parce que je pense que c'est important d'avoir moi, je suis chanceuse dans le sens que j'ai une belle relation avec 2, 3 gros compétiteurs à moi. On se parle et on voit un peu, on s'inspire l'un et l'autre de qu'est-ce qu'on fait. Premièrement, nos clients sont extraordinaires et nos clients aussi nous proposent certaines choses. Donc, fait que tu dois te faire confiance toi, puis tu dois faire aussi confiance à tes clients puis à ton réseau. Donc, que ce soit tes fournisseurs ou que ce soit tes compétiteurs et que ce soit tes clients. Fait que ça, c'est comment on se prépare. Dans la situation qui nous importe en ce moment, je te dirais, bon, premièrement, nous, on importe au Canada, mais de nos pays. Nos produits sont faits en Europe et ils sont faits en Asie et en Inde et au Vietnam. Donc, tous ces produits-là vont être exempts au Canada. Il y a pas d'enjeu, OK?
comment on se prépare, c'est qu'on informe le consommateur, puis on dit, on est fièrement canadien, puis ça, je pense qu'on a une belle opportunité. Toutes les marques canadiennes qu'on connaît, puis plein de marques sont faites à travers le monde, comme tu dis. Mais l'important, c'est qu'on crée quand même de l'emploi. C'est comme supporter des marques canadiennes. C'est tout aussi important que supporter des marques qui sont que fabriquées au Québec ou localement. Tu n'es pas obligé d'être 100%, tu sais, du début à la fin de ta chaîne, là. Puis c'est pas réaliste de penser ça. Il faut encourager les entreprises canadiennes qui font du design canadien, qui investissent ici, créent de l'emploi, puis qui investissent aussi avec les clients. Fait que ça, je vois ça comme une belle opportunité. Puis, autre que juste encourager qu'on s'aime l'un et l'autre, c'est de réaliser que si on fait cette espèce de protectionnisme-là, c'est juste le consommateur qui va perdre, puis ça va juste créer de l'inflation. Parce que, oui, puis je te dirais pas que c'est pas mauvais de trouver des nouveaux pays où est-ce qu'on peut produire des choses. Mais en même temps, moi, j'ai souvent dit, à chacun sa force. À chacun son opportunité de dire, ben au Canada, nous, notre force, c'est X, Y, Z. En Chine, nous, notre force, c'est ça. Le problème, c'est la politique, c'est le pouvoir, c'est bon, les gardes de pouvoir et tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, étant donné qu'on n'est pas au pouvoir, nous, puis étant donné qu'on ne peut pas vraiment impacter ce niveau-là, ben moi, l'être humain est extraordinaire, puis j'ai confiance parce que nos fournisseurs sont très conscients de ces menaces-là, mais ça va durer un certain temps, Antoine, parce que on peut pas faire tout au Canada. On peut juste simplement pas et on ne devrait pas non plus. C'est pas comme ça qu'on va faire par exemple, on a nos usines, on a des partenaires, dont un qui fait 0 émission. Il n'y en a pas. Zéro quand il fabrique ses produits. Et on en parle de ça. Alors, notre responsabilité, c'est juste de s'assurer qu'on trouve les bons fournisseurs qui ont des bonnes normes environnementales. Ça peut et c'est en train de se faire. Donc, pour rassurer, il faut qu'on ait la conscience tranquille. Il faut que nos clients comprennent nos valeurs, comprennent ce qu'on fait. Fait que ça revient à quoi? Sais-tu quoi? Garde tarifaire, on va parler, on va communiquer à nos clients, on va dire qu'est-ce qu'on fait pour les rassurer et surtout, tu sais, de comprendre ton geste que tu poses quand tu vas à l'épicerie puis tu achètes quelque chose. C'est un geste que tu poses. Puis en même temps, je pense que la réaction émotive des gens dire, ben, too bad, on va plus aux États-Unis, on les met toutes. Moi, j'aborde pas dans ce sens-là. De mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas à cause des décisions d'un politicien qu'on doit mettre tout le monde dans le même panier, surtout dans ce cas-ci, parce que ça va faire mal si on fait ça. Alors, je crois pas que les gens vont être capables de naviguer là-dedans. Je souhaite de tout cœur que ça n'arrive pas. Parce qu'il va y avoir des perdants, puis il va y avoir des grosses conséquences, c'est sûr. Si ça arrive, c'est clair, net et précis que l'économie canadienne va beaucoup souffrir. Fait qu'on ne veut pas ça. Mais en attendant, avec moi, je focus sur ce dont je contrôle, je te le dirais. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment y faire face. Aux États-Unis, on a les tarifs. Donc, nous, on importe directement aux États-Unis. Alors là, ça, c'est un 10% de plus et ça, c'est effectif tout de suite. Alors, ça va créer de l'inflation. Parce que, et tout le monde le dit, tout le monde, nos clients le disent, il y a plein de lobbies qui sont en train de s'activer pour dire à Washington, vous voulez vraiment faire ça. Là. Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va. Il faut se concentrer sur ce dont on contrôle, je te dirais, protéger l'entreprise, augmenter les prix et foncer, puis avoir une belle stratégie de communication. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend dans les 12 prochains mois? Beaucoup de choses. Énormément de choses. Oh my God, tellement de choses. Donc, je suis toujours en mode hyper-croissance. J'aime ça, croître. Puis quand on a des vents de face, on jungle. Fait qu'on jungle avec le vent de face, c'est ça qu'on fait. On est en train de regarder plusieurs opportunités que je peux pas vraiment parler, c'est sûr. Mais parce qu'il faut croître, il faut amener de la valeur aux consommateurs. Il faut amener encore de beaux produits innovants qui sont fabriqués d'une façon responsable. Il faut recruter des gens qui sont passionnés, qui adoptent nos valeurs d'excellence, puis nos valeurs de collaboration, puis d'amélioration continue. Donc,
c'est tout. Puis vraiment garder le focus, puis pas écouter trop le bruit. Être juste assez informé, mais vraiment avancé. Puis continuer à bâtir une belle équipe qui s'apprécie. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Le bruit ne doit pas commencer à nous faire peur. Il faut aborder le tout de manière intelligente. Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast. Tu es une personne totalement fantastique à discuter avec. Ça a été une très, très belle conversation. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent ils vont aimer également. Et si on veut en savoir plus sur vos produits, votre site Internet, meilleur endroit pour vous rejoindre? Exactement. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance. Ciao, prends soin de toi.